14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble sur Sud Radio durant 2 heures et nous allons parler de fantasmes. Alors c'est vrai que j'ai évoqué l'érotisme mercredi et j'ai indiqué à quel point lorsque nous sommes aptes à érotiser notre vie, nous avons généralement une vie sexuelle plus riche. Et c'est d'autant mieux si en plus nous sommes capables de fantasmer, parce que nos fantasmes, c'est un peu le sel, le poivre, les piments de notre libido. Vous pouvez manger des aliments, vous savez, des aliments sans sauce, sans ingrédients particuliers, mais ce sera toujours plus savoureux pour vos papilles si vous savez marier diverses saveurs. C'est avec Arthur Vernon que nous allons comprendre comment le fantasme se met en place, comment également communiquer avec son ou sa partenaire. D'ailleurs, c'est pas forcément indispensable de parler de fantasme à son partenaire, parce que certains fantasmes font partie de notre jardin secret et on verra lesquels dans un instant. Et puis bien sûr, nous pouvons vous aider à comprendre si votre fantasme est réalisable ou s'il est préférable d'éviter de passer à l'acte. Donc venez évoquer vos fantasmes ou peut-être votre pauvre fantasmatique avec nous, et pour ça vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Arthur Vernon. Bonjour Brigitte. Alors c'est un peu, j'allais dire votre fonds de commerce, mais ça pourrait paraître négatif, Arthur Vernon, mais c'est vrai, c'est un petit peu votre dada, le fantasme. Moi je trouve pas ça négatif. Non, mais c'est vrai, vous avez d'abord écrit des spectacles où ça parlait beaucoup de fantasmes. Ensuite, avec Flore Chérie, vous avez créé ce site, mysweetfantasy.com, sur lequel on peut venir évoquer un fantasme ou découvrir aussi ce que les autres racontent de leurs fantasmes. Et vous essayez de réaliser de nombreux fantasmes des gens. Et vous avez également créé ce bar à fantasmes parisien, le Sweet Paradise, qui se trouve dans le 2e, où là encore, vous faites fantasmer les spectateurs. Exactement, voilà, c'est des spectacles en permanence de 15h à minuit. C'est très étonnant comme horaire, mais on peut venir comme ça à tout moment. Il y a des spectacles érotiques à tout moment, et puis ensuite on peut essayer de voir si on peut passer un petit moment en intimité avec des sweeties, et puis éventuellement réaliser certains fantasmes. On a un menu des fantasmes que vous aviez découvert la dernière fois, donc on peut parcourir ce menu et ça peut nous inspirer éventuellement pour les réaliser. Alors, vous avez une idée pourquoi certaines personnes sont plus pauvres dans leur fantasmatique que d'autres Je pense que dans la vie de tous les jours, on peut avoir des préoccupations diverses. Donc, il y a une disponibilité mentale à la fantasmatique et à l'érotisme. Donc c'est vrai que si on a beaucoup de problèmes, ou alors qu'on est très obnubilé par son travail, même pour des raisons plus positives, on n'y pense pas. Tandis qu'il y a une forme de libération de l'esprit, de se dire, tiens, est-ce que je peux penser un peu à mon érotisme, à des désirs particuliers, au plaisir? Ça dépend éventuellement de sa situation également personnelle. Est-ce qu'on est célibataire? Est-ce qu'on est en couple? C'est peut-être plus simple aujourd'hui de réaliser un certain nombre de fantasmes avec un partenaire consentant et qui a envie de partager ces moments avec soi. Donc ça libre. Et puis il y a l'historique personnel. Est-ce qu'on a l'habitude de consommer des livres érotiques, d'aller sur Internet sur des sites pornographiques? Est-ce qu'il y a déjà des stimuli dans notre vie quotidienne qui font qu'on pense, ne serait-ce que penser au plaisir, à l'érotisme et donc au fantasme? En tout cas, la société est plus ouverte à la fantasmatique, puisque la sexualité est quand même un sujet plus souvent abordé qu'avant. Donc ça peut laisser penser que les gens auraient plus de fantasmes qu'avant. Moi, j'en suis pas certaine, moi. Oui, on est dans une société plus ouverte sur le sujet, c'est-à-dire on peut en parler plus librement. Ça ne veut pas forcément dire dans la vie de tous les jours que les auditeurs ont cette disponibilité. Cela dit, les auditeurs sont peut-être un mauvais exemple parce qu'ils vous écoutent. Donc c'est déjà un très bon signe sur cette disponibilité. Justement. Je ne sais pas, parce que quand j'évoque le sujet des fantasmes et que je demande aux gens de venir parler de leurs fantasmes, il n'y a pas tellement d'appels. Je crois qu'il y a quand même un grand blocage finalement, parce qu'au fond, il n'y a rien de dangereux à fantasmer, puisque c'est éventuellement le passage à l'acte qui peut nous mettre en danger par rapport à notre éthique ou notre morale. Mais au fond, fantasmer, il y a aucun danger. Et pourtant, il y a des tas de blocages comme si, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais imaginez qu'on puisse faire l'amour avec son voisin, c'est quand même
c'est pas bien, quoi. Dans le cadre d'un couple établi, c'est déjà une espèce de petite violation d'une règle d'exclusivité sexuelle qu'il y aurait dans le couple. Violer cette règle d'exclusivité, même par la pensée, ça resterait une faute. Et donc je pense que les personnes qui ne s'autorisent pas à fantasmer sont aussi dans une forme d'interdit, de la peur de la réalisation du fantasme. Alors que le fantasme peut avoir plein de choses très positives, justement, dans la vie de tous les jours. Ça peut être un moteur, ça peut être une source d'excitation. Mais s'il y a un passage à l'acte, effectivement, ça peut être source de difficultés s'il n'y a pas eu de discussion avec son partenaire. Mais ça vient peut-être aussi du fait qu'on est assez peu conscient de comment fonctionne l'humain. C'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, envie que son voisin ait un accident de voiture parce que franchement il nous agace, mais c'est pas pour autant qu'on va prendre un fusil et tuer notre voisin. Donc, et c'est peut-être en ce qui concerne la sexualité, c'est la même chose. On peut avoir un fantasme, mais c'est pas pour autant qu'on le réalisera. Mais il faut bien comprendre que l'esprit humain, il vagabonde beaucoup, et au fond, il faut le laisser vagabonder. Ça parle de nous. Ce qui pose problème, c'est évidemment quand on passe à l'acte ou pas. Mais après tout, le vagabondage de l'esprit, qu'est-ce que ça peut faire ? Ça peut que faire du bien, d'ailleurs. Oui, et surtout en matière de sexualité, où tout ce qui est relatif au plaisir a sa source dans le cerveau. Donc c'est avant tout l'imagination qui va permettre la libération de la jouissance. Donc c'est vrai qu'en restreignant à la base l'imagination, on restreint indirectement la possibilité de jouir, ce qui est très dommage dans la société d'aujourd'hui. Alors ensuite, parler à son ou sa partenaire, tout va dépendre, parce que par exemple, si, et je l'entends de temps en temps, une femme fantasme quand elle fait l'amour avec son mari qu'elle est avec un autre homme, c'est donc elle fantasme, elle ne le trompe pas, je rassure celles qui éventuellement fantasment de cette manière-là. Aller raconter à son mari son fantasme, c'est pas forcément utile. Je crois qu'il fait partie de son jardin secret. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Bien sûr, tous les fantasmes ne sont pas bons à partager non plus. Ce qui est intéressant dans le fantasme, c'est le fait qu'il puisse nourrir le désir et indirectement le plaisir. Ensuite, il y a une distinction dont vous avez la paternité, Brigitte, qui est justement entre le fantasme et la fantaisie sur ce qu'on peut réaliser ou ne pas réaliser. C'est vrai que tout ce qui relève du fantasme, d'abord, il y a des fantasmes qui ne sont pas réalisables, mais on peut quand même imaginer d'aller faire l'amour sur Mars. Ce sera peut-être réalisable pour certains, mais ça reste hautement improbable, en tout cas aujourd'hui. Ça n'empêche pas de fantasmer. Il y a des fantasmes qui sont réalisables, mais dont la réalisation n'est pas souhaitable. Donc peut-être justement aller voir un voisin psychopathe, c'est peut-être pas forcément une bonne idée, même si c'est techniquement faisable. Et puis il y a un certain nombre d'autres, entre guillemets, fantasmes qu'on pourrait appeler fantaisie, qui sont peut-être beaucoup plus réalisables. Exemple, faire l'amour à la plage, ou dans un ascenseur, ou peut-être avec d'autres personnes. Et là, ça suppose une communication, une discussion avec son conjoint. Et dans l'exemple que vous avez donné de celui du voisin, c'est peut-être quelque chose de réalisable, mais pas souhaitable à partager parce que ça n'apportera pas grand-chose à l'ego de son mari. Sauf s'il y a une ouverture plus générale sur l'absence d'exclusivité sexuelle dans le couple et qu'on devient un couple beaucoup plus ouvert sur le sujet, qui est quelque chose qu'à titre personnel, je pourrais parfaitement recommander. Vous serez heureux puisqu'on parlera dans la deuxième heure du polyamour à l'occasion de ce livre qui est sorti sur le polyamour. Donc ça vous permettra de pouvoir évoquer tout ça. Je sais que c'est un grand sujet chez vous. Vous êtes très très virulent contre l'exclusivité sexuelle. Et son diktat, c'est-à-dire souvent quelque chose qui est imposé, que la société a imposé, que la culture a imposé, et sur lesquels les gens l'ont pris directement sans se poser une réelle question sur le sujet, alors que c'est quelque chose qui, je le pense, peut rendre particulièrement malheureux. Pas tout le monde. Il y a des couples qui vont pouvoir s'épanouir avec cette exclusivité sexuelle, mais je pense que beaucoup de couples se rendent malheureux pour ne pas s'être posé la question et pour ne pas éventuellement avoir essayé de trouver une solution ou un modus operandi de vie de couple qui s'abstiennent de l'exclusivité sexuelle. C'est votre grand credo, je sais, oui. Arthur Vernon. Comme c'est pas le sujet du jour, je ne rebondirai pas sur ce sujet, évidemment. Sur votre site mysuitefantasy.com, est-ce que ça évolue, les fantasmes évoluent, ou est-ce que c'est toujours un petit peu les mêmes? Alors, je dirais, on a des fantasmes, tous les fantasmes
soumission BDSM, ça c'est une tendance de fond. Ça évolue peu, il y en a toujours autant. Et donc on continue de les retrouver. Là, la tendance qu'on a sur les derniers mois, voire les dernières années, c'est qu'on a quand même de plus en plus de fantasmes de couple. Donc il y a vraiment une volonté de plus en plus forte de faire participer le partenaire. Alors souvent pour l'occasion d'un anniversaire, ça c'est le grand classique. Ma femme, c'est bientôt son anniversaire, mon mari c'est bientôt son anniversaire. Il fantasme d'eux et là on essaye de mettre en place une mise en scène, généralement avec une ou plusieurs autres personnes. Alors nous, encore une fois, on est dans les limites de la loi, mais il y a plein de choses à faire sur l'intervention d'un autre partenaire. D'une tierce personne, donc. D'une tierce personne, oui, très souvent. Et souvent aussi avec un scénario. C'est-à-dire qui se rapproche du jeu de rôle. Je donne un exemple, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve de plus en plus. C'est-à-dire que plutôt que par exemple avoir le couple et une sweetie qui va venir les émoustiller, il va y avoir un show privé et elles vont se retrouver par exemple dans un boudoir. Ça vient de votre lieu Sweet Paradise. Voilà, on a des boudoirs où en fait les personnes, seules ou en couple, peuvent venir réaliser des fantasmes. Donc plutôt que le couple se retrouve dans un boudoir avec une sweetie qui va faire un show privé très émoustillant, voire avec quelques effleurements, on nous demande un scénario où la sweetie va venir draguer le couple dans la salle de bar. Donc c'est un jeu, c'est vraiment un jeu de rôle et c'est ensuite ensuite ils vont danser un petit peu et ensuite au fur et à mesure on va se retrouver comme si c'était naturel et la conséquence de cette drague dans le boudoir. Donc il y a vraiment une mise en scène et les couples sont assez précis, ils nous envoient vraiment des messages détaillés sur ce qu'ils souhaiteraient comme étape intermédiaire. Donc on sent qu'il y a vraiment tout un concept et donc c'est l'imagination. Ils le savent que c'est de la fausse drague entre guillemets. Ils le savent l'un et l'autre. Mais on joue à se draguer, on joue à avoir des différentes étapes. C'est des sweeties qu'elles auront vues sur scène, donc elles auront pu déjà sélectionner la sweetie avec son univers artistique qui l'aura le plus marqué. Et puis ensuite, on va faire un jeu de séduction avant d'avoir un moment plus intime avec la sweetie en boudoir. D'accord. Eh bien, on va parler des fantasmes avec vous maintenant sur Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300. C'est Stéphane qu'on retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On est en compagnie de Arthur Vernon aujourd'hui et nous évoquons donc les fantasmes et nous allons donner la parole à Stéphane pour commencer. Bonjour Stéphane. Bonjour Brigitte, bonjour Arthur. Bonjour Stéphane. Et donc vous êtes marié depuis 20 ans, hein ? Oui, et même un peu plus, bientôt 21. Bon. Et donc, c'est pas simple pour vous de parler de fantasmes avec votre compagne ? Ah, c'est pas que c'est pas simple, c'est que c'est pas possible du tout. Ah bon ? Et pourquoi ? C'est pas possible. Ah bah parce que si c'est même si c'est juste des interrogations, il y a toujours la suspicion que c'est une chose que j'ai forcément envie de faire, même si c'est quelque chose qui est assez proscrit. Donc je préfère plutôt que d'avoir ou des interrogations ou des scènes, je préfère le garder pour moi et ne pas en parler du tout. Mais c'est-à-dire, parce que vos fantasmes, c'est quoi ? C'est éventuellement de rencontrer quelqu'un d'autre avec elle ? C'est des fantasmes ? Oui, c'est ça, c'est basique. Hein. C'est bon trio, c'est même pas forcément un fantasme. Il y a des moments, c'est des interrogations sur un petit peu les nouvelles mœurs, quoi. Mais juste des interrogations. Ben, j'ai pas forcément, je m'identifie pas, mais je me dis bon ben. La mentalité évolue. Donc ici, par exemple, je m'interroge sur le cas, par exemple, de la bisexualité ou transsexualité ou des choses comme ça, tout de suite, c'est un peu comme si moi j'avais envie d'être comme ça, alors que c'est pas du tout le cas. Mais si vous lui parlez par exemple d'un fantasme, comme le disait tout à l'heure Arthur Vernon, de faire l'amour un soir de clair de lune dehors, ça provoquerait chez elle aussi une réaction, ou c'est juste quand qu'elle envisage que peut-être votre sexualité ne serait pas uniquement axée sur elle ? C'est ça, c'est plus que dans le cadre où elle serait par exemple réticente, que j'aille peut-être chercher ce qui me manque ailleurs, alors que c'est pas le cas. Donc je préfère à chaque fois éviter les sujets. Oui, mais ça c'est assez classique. Hein, oui, c'est ce que
j'ai l'impression d'être seul à penser ça, mais en écoutant votre introduction, je me rends compte qu'en fait c'est banal. C'est ça le problème, c'est que c'est assez compliqué d'avoir une ouverture d'esprit avec des gens qui sont quand même assez obtus. Alors pourtant, bon, c'est ma femme. Hein, elle est enfin, obtus, c'est un jugement de valeur, hein, oui. Stéphane. Oui, non, mais elle est dans l'exclusivité sexuelle absolument. Et donc, toute comment dirais-je, toute idée qui pourrait parler d'un ailleurs la met en danger. Parce qu'à la base, je devine qu'elle est d'une nature, on va dire, jalouse. Oui. Donc, en fait, à la base, la jalousie, c'est la peur de vous perdre. Donc, généralement, ça part entre guillemets, d'une bonne intention qui est qu'elle tient à vous et qu'elle n'a pas envie que vous alliez voir ailleurs, de peur que derrière, vous décidiez de la quitter. C'est exactement ça. Bon, moi, j'ai compris. C'est pour ça que moi, j'en fais pas plus... J'en fais pas plus de drame. Hein. Non, mais j'ai bien compris que ça ne met pas votre couple en danger. Mais c'est compliqué dans votre cas parce que ce qui vous plairait, en fait, c'est pouvoir partager avec elle des idées comme ça. C'est pas le passage à l'acte qui vous intéresse. C'est ça, oui. Et alors, peut-être l'une des approches, je devine que vous l'avez déjà tenté, mais sait-on jamais. Plutôt que déjà de parler de vous, est-ce que vous arrivez un petit peu à la faire parler d'elle sur vraiment ses propres désirs, même si ce sont déjà des désirs qui sont concentrés sur vous, mais d'élargir un petit peu. Est-ce que d'un point de vue sexuel, elle a des fantasmes particuliers? Est-ce que vous lui avez déjà posé la question ? Même si ça vous implique que vous, parce que peut-être qu'elle n'osera pas non plus se dévoiler. Mais est-ce qu'il y a une facilité déjà de communication et de discussion dans votre couple ? Vous pouvez répondre à André, à Arthur, pardon. Oui, excusez-moi, j'ai été un peu distrait. Oui, non, en fait, elle n'a pas de fantasme spécial, ou alors en tout cas, elle en fait pas. Elle en parle pas spécialement, hein, donc non, on parle. Mais est-ce que vous lui posez la question de... Est-ce que vous osez aborder le sujet, mettre le sujet sur la table? Peut-être qu'elle n'a pas envie d'en parler elle-même, mais est-ce que vous n'avez pas envie à un moment, parfois prendre un prétexte, il y a plein de prétextes, parfois en regardant une émission à la télévision, en écoutant une émission à la radio, de dire tiens, telle personne pense ça, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Vous avez tout à l'heure, vous avez parlé, vous aviez des réflexions sur la bisexualité, la transsexualité. Ça peut être intéressant de rebondir sur un article, sur quelque chose pour évoquer le sujet. Mais vous dites, dès que vous le faites, d'ores et déjà, elle vous tombe déjà un peu dessus en indiquant mais pourquoi tu me parles de ça? Oui, ça peut, ouais. Oui. Elle n'a pas envie de toute façon d'aborder la question de la sexualité, donc hein, c'est bien ça. C'est ça. Et il n'y a pas de souci dans l'acte, mais par contre en parler, c'est pas possible. Mais en revanche, elle est tout à fait ouverte à tout ce que vous pouvez apporter de variantes dans votre sexualité à tous les deux. Oui, bien sûr, là-dessus, il y a aucun problème. Il faut jouer un peu avec les jeux de rôle, par exemple, Stéphane, pour justement varier. Parce que je crois que ce que vous aimeriez, c'est varier un petit peu et rentrer un petit peu plus dans des fantaisies sexuelles. Donc vous pourriez, par exemple, un jour lui dire, tiens, ce serait rigolo si toi, tu jouais l'homme et moi, je joue la femme aujourd'hui. Là, vous ne la mettez pas en danger. Et vous jouez sur quelque chose qui, quand même, peut la surprendre, voire même l'exciter, la stimuler. Et à partir du moment où vous arrivez à ce qu'elle soit un petit peu plus surprise par une sexualité qui va la sortir un peu d'une sexualité très normée, vous allez ouvrir un peu la boîte de Pandore. Oui. Mais il faut commencer par ne faire que des choses tous les deux qui vont la changer dans son petit monde bien sécurisé. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Mais pour ça, il ne faut pas introduire quoi que ce soit d'autre. Parce que sinon, vous la mettez en danger. Parce que là, on voit bien que quelque part, c'est un manque de sécurité de sa part. Hein, et vous le savez très bien, et vous la protégez, et c'est très bien. Mais bousculez-la dans votre vie sexuelle à tous les deux. Oui, bien sûr.
Disons que par rapport à vos pratiques actuelles, tout ce que vous allez pouvoir introduire un petit peu de nouveau, en nouveauté, ça va ouvrir un peu le champ du possible. Et donc, vous pouvez y aller un peu en grignotant de cette façon-là, en fait, pour élargir le sujet, faire en sorte qu'il soit moins tabou. Et c'est vrai que c'est peut-être dans les moments d'intimité qu'on peut d'ores et déjà commencer à changer quelques règles et puis ensuite permettre la discussion. Parce que c'est vrai que s'il n'y a pas du tout de discussion sur le sujet, ça va être très dur. Je crois que pour l'instant, la discussion, de toute façon, vous ne pouvez pas l'avoir. C'est dans le feu de l'action qu'il faut la faire bouger. C'est ça. Voilà. À vous de faire preuve d'imagination, Stéphane. Et Merci. puis bien sûr, on est là aussi pour vous donner des pistes. On va faire une petite pause, Arthur Verneau, et nous allons retrouver Philippe Breneau qui le sait, dans quelques jours. Dans quelques jours, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va le savoir dans un instant. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, nous retrouvons Philippe Breneau, Arthur Verneau. Vous allez nous parler de quoi ? De quoi allez-vous nous parler ? Écoutez, moi j'avais mis Valentino à l'approche, un peu comme on parle des trains maintenant. Attention, il s'approche. Comment on le dit des Quai trains ? numéro 69. Voilà, exactement. Valentino. La Saint-Valentin, c'est dans quelques jours. Mais Brigitte, savez-vous ce que l'on fête ce jour-là ? Alors, très je stupéfiant. vais dire l'amour, mais si vous me posez la question, c'est certainement qu'il y a Pourquoi on autre a chose. choisi le 14 février ? Saint-Valentin, Le fameux Saint-Valentin fut décapité le 14 février 268. C'est-à-dire c'est une décapitation que nous fêtons le 14 février. Mais on perd la tête quand on est amoureux. On perd la tête. Alors, curieuse fête que cette Saint-Valentin, pourquoi il a été décapité ? Ravivait chaque année le jour de sa mise à mort, en représailles aux conversions au christianisme qu'il suscita après avoir guéri une jeune fille qui était aveugle de naissance. Et comme tous les symboles ne viennent jamais seuls, vous savez, c'était à l'époque souvent le nom qui faisait les caractéristiques, les propriétés. Le nom de Valentinus lui confère ses pouvoirs. En latin, Valentia, ça désigne la force physique, le courage, la vigueur. Valentin est par définition un homme fort et déterminé, l'amoureux idéal. La légende s'est ensuite mêlée, qui raconte que l'empereur Claude, voulant interdire le mariage pour disposer d'hommes à envoyer à la guerre, eh bien il apprend que Valentin marie les chrétiens. Et il ordonne son arrestation. Parce que s'il les marie, ils vont pas pouvoir partir. Et c'est ainsi que Valentin va devenir un symbole du mariage. Et 2 siècles plus tard, le pape décide d'en finir. C'est-à-dire qu'il y avait une très grande fête, les Lupercales, qui est une fête orgiaque de l'approche du printemps. C'était du 13 au 15 février. Et il va annuler cette fête pour la remplacer par le 14 février. 2 siècles plus tard encore, le titre de patron des amoureux lui sera attribué. Voilà l'histoire de Valentin. Moi, c'est pas ça me très drôle. chagrine. Bah oui. Valentin devient le patron des amoureux, mais moi, ce qui me chagrine, c'est que on fêterait une décapitation. Alors, à tout choisir, j'en ai trouvé un autre. Je lui préfère un autre Valentin, un grand séducteur. Vous voyez lequel ? Le plus grand des séducteurs. Oui. Rudolf Valentino. Et alors, c'est formidable, Brigitte. Et tous les auditeurs, ou beaucoup d'auditeurs, voient qui il est, parce qu'on le voit, je vais le dire dans un instant, ça fait plus d'1 siècle. Et on ne l'a pas oublié. Et vous allez voir que sa popularité a duré moins de 5 ans. Rudolf Valentino, alors il s'appelle pas Valentino, il s'appelle de son vrai nom, c'est Rodolfo Pietro Tatati Tatata Guglielmi. Mais il va être italien de naissance, il va être surnommé The Great Lover, il reste pour beaucoup ce qu'on l'a appelé l'amant du monde, à travers ce cinéma. Et donc Rudolf Valentino, il arrive à Paris, il est né en Italie, il arrive à Paris en 1915, il a 18 ans, il devient danseur, et puis il part pour les États-Unis, où il va devenir l'un des grands spécialistes du tango argentin. Et alors ce que l'on voit, ce que l'on le connaît, il est en train de danser majestueusement. À l'époque aussi, le tango argentin, c'est une danse quand même extrêmement érotique. Et on le voit avec un profil surtout, un profil, des cheveux gominés, une tête emblématique. À San Francisco, il tente une carrière dans le cinéma, une carrière fulgurante. Il n'a que 5 ans à vivre et il va devenir un des acteurs les plus connus de tous les temps. Alors le bel Italien fait d'abord des ravages parmi les femmes. Il va être un séducteur incroyable. Mais en 1921,
alors qu'il est totalement inconnu. On le prend pour premier rôle dans ce qu'ils appelaient les 4 cavaliers de l'Apocalypse. C'est à partir de là que vient sa renommée. Il impose son nom, il va prendre un pseudonyme, ça va être Rudolph Valentino. Du jour au lendemain, une star est née, le film est un triomphe. Nous sommes encore au temps du muet. C'est-à-dire ce que l'on connaît de lui, et on connaît tous son nom, c'est son image. Et on ne connaît pas sa voix, donc... On ne connaît pas sa voix, on connaît son image, une tête de séducteur, d'abord une pomme d'Adam qui est très masculine, un nez droit, des cheveux gominés, et puis cette allure d'homme très fort sur lequel on peut peut-être se reposer. La même année, il va jouer une chose emblématique, parce que je regardais la plupart des images qu'on connaît, c'est dans le Sheik de George Melford. La même année, il va jouer La Dame aux Camélias, ainsi de suite. Grand paradoxe, il va même publier des poèmes, ça c'est très peu connu, dédiés à G.S. et c'est à George Sand. En fait, c'était quelqu'un d'assez passionnant, Rudolph Valentino. Il va faire une tournée triomphale de danse qui va le rendre extrêmement populaire. Il n'a toujours que 28 ans. Et 2 ans plus tard, l'éclatement de son couple, le divorce, une évolution dépressive et sa mort. Pas du tout de suicide, il fait une toxi-infection, mais c'est surtout que... Et il meurt très jeune, donc... Il va mourir à l'âge de 31 ans. Sa mort fut un véritable choc, et peut-être c'est par là qu'il est connu, parce que quand même c'est étonnant qu'on se souvienne de cet acteur qu'on n'a jamais vu dans les films. Véritable choc pour le grand public, le jour de ses obsèques, c'est à New York en septembre 26. Des milliers de personnes se bousculent pour toucher son cercueil. De véritables émeutes s'allument dans tous les coins des États-Unis. Il venait de faire une tournée triomphale. Plusieurs femmes se sont suicidées le jour de sa mort. On a beaucoup de mal aujourd'hui à se représenter l'engouement extraordinaire que suscitait Valentino à son époque et dans les générations suivantes. Parce que moi j'ai le souvenir que mes parents le connaissaient, mes grands-parents ne parlaient que de Rudolph Valentino. Cette très courte carrière, à peine 5 ans, en quelques années, Valentino est devenu un personnage de légende. Un siècle plus tard, la légende n'a pas disparu, le Sheik est toujours là. Je conseille à tous ceux qui ne le connaissent pas ou qui ne le connaissent pas bien, vous allez sur Google et vous faites Rudolph Valentino et vous allez voir cette tête emblématique, vous l'avez sûrement vue. Mais aucune demande de béatification. On n'en fait pas un saint. Alors c'est pourquoi que je propose, Brigitte, je profite de l'antenne pour proposer de fêter la Saint-Valentin le 6 mai. Le 6 mai qui est le jour de la naissance et non de la mort de Valentino. Et non pas le 14 février. Donc je vous redonnerai rendez-vous le 6 mai où nous fêterons la Saint-Valentino. Oui, mais ça fera revenir un peu plus les hommes sur le devant de la scène, parce qu'en ce moment, les pauvres hommes, ils sont un petit peu castrés, vous avez raison. Ça fera du bien à la virilité. Allez, on va faire 2 Saint-Valentin, le 14 février et le 6 mai. Donc le 14 février, c'est vous, messieurs, qui invitez votre femme au restaurant et qui lui offrez des fleurs. Et le 6 mai, eh bien, c'est nous qui vous inviterons et qui vous feront votre soirée. Très belle idée, Brigitte, voilà, je la retiens. On se retrouve le 6 mai. Ah mais j'espère, Philippe Bruno, on n'oublie pas. Mais vous avez raison, bien sûr que je connais Rudolph Valentino, mais je l'ai forcément jamais vu au cinéma. Enfin, je veux dire, et vous connaissiez, je suppose, oui, Arthur. Bien sûr, oui, c'est vrai que ça rentre dans la culture populaire. C'est fou quand même. Et c'est formidable qu'en faisant la chronique, moi j'ai découvert 2 choses. D'abord parce que j'étais parti sur Saint-Valentin et dire autre chose. Je découvre que c'est le jour de cette décapitation. J'avais jamais vu ça. Et deuxièmement, la carrière en quelques années de Rudolph Valentino. Donc formidable. Merci Brigitte pour les chroniques. Mais c'est nous, parce que qu'est-ce qu'on apprend grâce à vous, Philippe Bruno. Et puis grâce bien sûr aussi à vos livres, notamment cette merveilleuse bande dessinée, L'incroyable histoire du sexe, qui est maintenant dans une édition intégrale aux éditions Les Arènes. Merci Philippe. À bientôt. Merci beaucoup. Garance est avec nous. Bonjour Garance. Bonjour Brigitte, bonjour Arthur et bonjour Philippe. Alors Garance, première question, vous allez la fêter, vous, la Saint-Valentin ? Je vais me la fêter, parce que étant seule, je vais quand même me la fêter, voilà. C'est bien, vous allez vous faire un beau cadeau d'amour pour vous-même. Tout à fait, voilà, j'ai décidé que c'était aussi une belle façon de ne pas se laisser envahir par... et de se dire, non, mais je vais me faire plaisir à moi, de moi à moi déjà.
Bon, en tout cas, on fera évidemment une émission spéciale Saint-Valentin mardi prochain et je vous demanderai de raconter votre plus belle ou votre Saint-Valentin catastrophique parce qu'il faut en rire aussi un petit peu. Et puis surtout, j'ai envie de parler de la chanson d'amour qui nous a le plus marqué et justement en avant-première comme ça, Garance, est-ce que vous pourriez me dire quelle est la chanson d'amour qui vous fait vibrer, qui vous fait avoir des frissons quand vous l'entendez? Mais là, alors là, c'est une colle. Ah bon, vous n'avez pas une chanson comme ça qui vous vient? Pourtant, on a tous des chansons comme ça qui ont marqué notre vie amoureuse. Alors, je ne sais plus le chanteur. Cette chanson, il me semble que c'est You. Et il y a un magnifique morceau au piano. Oui. Alors ça, oui. Voilà. C'est Ten Sharp. Ah, voilà, merci. Voyez voilà, bien. Celle-ci, elle est très très belle, mais comme il peut y en avoir d'autres aussi qui vont... voilà. Mais si je devais en citer qu'une, celle-ci, c'est parce qu'il y a un magnifique morceau au piano qui est très... Qui à chaque fois, si vous l'entendez, voilà, vous partez avec. Ouais, c'est un titre magnifique. Mais c'est très bon choix. Non, mais c'est important et je dis souvent, il ne faut pas hésiter à s'écouter nos chansons qui nous ont marqués, qui nous font du bien, parce que c'est la séquence nostalgie du jour. Alors, dernière question, Garance, et puis après vous en poserez une à Arthur Vernon. Quel est votre rapport à la nudité? Est-ce que vous sentez bien quand vous êtes nu, ou au contraire, vous aimez bien porter toujours quelque chose, même la nuit Alors, avec les années, je me sens de mieux en mieux. Au point que, alors j'avais essayé très jeune, mais ça m'avait pas plu. Là, à l'approche de mes 50 ans, j'ai envie de réessayer le naturisme. Voyez, alors qu'on se dit que finalement un corps, quand on est jeune, mais on est tellement complexé souvent quand on est jeune. Enfin, pour ma part, j'étais de celles qui étaient très complexées. Et là, je me dis que non, pour aller jusqu'au bout justement de cette reconquête de mon corps, et voilà. Oui, c'est vrai que ça peut aussi libérer quelque chose, le naturisme, absolument. Voilà. Eh bien, merci de cette réponse. Vous pouvez poser une question à Arthur Vernon, il vous écoute. Alors Arthur, ça fait quelques fois que vous intervenez, donc vous avez une grande liberté autour des fantasmes, mais vous occupez les fantasmes des autres. À quel moment, très jeune j'imagine qu'on prend conscience de ses propres fantasmes, et pour votre part vous vous êtes dit j'ai envie de m'occuper des fantasmes des autres? Bonne question. Je pense que j'ai toujours trouvé que c'était un sujet très intéressant et que je trouvais que personne n'en parlait. Donc c'était un petit peu le concept, il y avait un vide et que ce vide, il fallait l'occuper vu que c'était un vide très important à combler à mes yeux. Donc voilà, quand je voyais un vide, la nature a horreur du vide, je me suis dit on va tenter quelque chose sur cette voie-là. Parce que je trouvais que c'était dommage simplement de ne pas parler de toutes ces de fantasmes, d'érotisme, de plaisir dans la vie, qu'il y ait une espèce de chape de plomb sur le sujet et que les gens seraient bien plus heureux s'ils étaient un petit peu plus libérés sur cette thématique. D'accord. Parce que je trouve ça intéressant d'aller se placer sur cette thématique-là, alors que soit les gens n'en parlent pas du tout, ou alors on basculait dans la porno, et en fait là, cet entre-deux où chacun va être... Voilà, je trouvais intéressant, et je me posais cette question de qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit, tiens, ça manque et je vais y aller. Oui, après, il y a un goût. J'ai toujours beaucoup été dans l'écriture, donc la créativité, l'artistique, donc c'est des choses qui m'ont toujours plu. Après, quelle thématique on a envie d'explorer, c'est un peu un ressenti personnel qu'on peut avoir. Et ce ressenti personnel, c'était vraiment celui-là. On a dit, il y a quelque chose de formidable dans la vie qui est autour de l'érotisme. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui ce soit ostracisé avec une mauvaise image, et ne peut-on pas en faire quelque chose de plus libéré et joyeux? Merci. Merci de votre question. Merci à vous, Garance, en tout cas. Et puis, on va faire une petite pause. On va revenir justement sur la fantasmatique avec vous sur Sud Radio. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous appelez au 0826 300 300, quel que soit votre fantasme, quelle que soit votre question par rapport à cette thématique du jour. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Toujours en compagnie de Arthur Vernon, nous évoquons les fantasmes. Faut-il en parler ? C'est une question assez délicate. Je dirais que tout dépend évidemment du couple, des circonstances. C'est vrai que c'est pas un sujet qu'on va aborder facilement à un dîner entre amis. Petite question, chacun va parler de ses fantasmes. Non, ça fait partie en effet de notre vie intime, hein, bien sûr. Oui, sauf si vraiment des amis très proches et qu'on est déjà très ouvert sur des questions de sexualité. Sinon, évidemment, c'est avant tout un sujet qui concerne sa propre personne et puis éventuellement ensuite son entourage très proche, c'est-à-dire généralement son partenaire. Mais ici, on est libre et on peut parler fantasme. Bonjour Cédric. Bonjour Brigitte, bonjour Arthur. Bonjour Cédric. Bonjour. Alors vous démarrez une relation tout à fait récente, hein, c'est ça ? Oui, tout à fait, c'est ça. Une relation qui n'a rien à voir avec ce que j'ai pu vivre avant, puisque je sortais d'une longue relation, et c'est totalement différent sur celle-ci, puisque j'ai une partenaire qui a une sexualité qui se rapproche beaucoup de la mienne. Ben, c'est bien. Ah oui, c'est bien. Et puis très libre, quelqu'un de très libre avec qui je peux discuter, elle ou moi, on peut discuter tout à fait librement de ce qui nous ferait plaisir, moins plaisir, c'est important, et des fantasmes aussi, des choses qu'on souhaiterait. On se retrouve en plus dans notre relation, on a un peu les mêmes façons d'aborder de voir la sexualité et un peu les mêmes fantasmes, donc tout va pour le mieux pour l'instant. Pourquoi pour l'instant ? Soyons positifs, Cédric. Et mais moi j'en doute pas. Et c'est quoi donc vos fantasmes ? C'est le fait de temps en temps de dominer un peu, et par le fait de s'attacher, quoi, tout simplement, de s'immobiliser. Alors, après, ce serait elle qui serait soumise ou vous ? Plus elle, mais de temps en temps, Vous pourriez inverser. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. On revient à ce que vous disiez au début d'émission, hein, Arthur Vernon, les fantasmes de BDSM sont très, très en vogue en ce moment. Ah oui, et encore plus tout ce qui concerne justement l'usage de cordes. Alors après, il y a aujourd'hui des pratiques qui sont presque des pratiques artistiques d'ailleurs sur ce sujet, sur le développement du shibari ou du bandage. Je ne sais pas du tout si vous faites ça pour l'instant de façon très simple, vous prenez une corde et vous attachez, ou si vous avez déjà un petit peu réfléchi sur les techniques, hein, puisque s'il y a des vraies techniques, il y a des risques aussi, il faut le savoir. Il vaut mieux pas attaché comme ça sans aucune formation, parce qu'on peut vraiment bloquer un certain nombre de veines, il peut y avoir des difficultés sérieuses, donc il vaut mieux avoir une formation sur le sujet, sauf si évidemment on s'attache les bras, là il n'y a pas grand risque. Mais à faire des figures un peu plus compliquées, ça peut être le cas. C'est quelque chose qui vous intéresse, ou pour l'instant vous le faites les choses très, très naturellement, ou vous dites que vous aimeriez éventuellement passer un petit cap sur ce sujet ? Vous vous êtes déjà attachés l'un ou l'autre ? On a essayé, oui. Et avec quoi alors ? Là, on est resté sur quelque chose de tout simple. Hein. J'ai des cordes, et on a essayé avec des cordes. Tout simplement les poignets, toute chose toute simple, quoi. On n'a pas. Après, pour faire plus compliqué, je sais pas, faut voir à mesure, en fonction de l'évolution de la relation. Je sais pas, je suis pas. C'est vraiment un art, hein, tout à fait. Le bondage. Hein. Donc je pense que c'est bien si vraiment c'est quelque chose qui vous attire tous les deux, et c'est bien qu'il y ait quelque chose qui vous attire tous les deux, parce qu'en général ça crée du lien, si je peux me permettre ce jeu de mots. C'est mieux, je pense, en effet, soit vous procurer un ouvrage sur le sujet, ou pourquoi pas vous renseigner auprès de gens. Hein. Il y a des gens qui donnent, qui font des soirées, qui pratique. Oui, il y a aujourd'hui donc. Alors vous avez soit les ouvrages, soit des vidéos YouTube, ou soit vous avez des cours. Ça devient de plus en plus fréquent. C'est assez étonnant de voir le nombre de personnes. Ah oui,
en province, je ne sais pas où vous habitez, mais à Paris, je peux vous dire qu'il y a énormément de cours, vraiment avec des professionnels qui ont suivi eux-mêmes des formations. Alors, malheureusement, parfois, toutes les formations ne sont pas toutes super sérieuses, mais il y a quand même, quand on se renseigne bien, on voit qu'il y a des formations très sérieuses avec des séances où on apprend vraiment à encorder. Et il y a un panel très important entre vraiment l'encordement simple et puis ensuite parfois la suspension. Vous avez beaucoup de choses qui se développent dessus et ça devient extrêmement, extrêmement populaire. Après, il y a quelques années, je m'étais un peu enfin, par le biais de YouTube, tout ça, enfin, un peu renseigné par rapport à comment ça pouvait... enfin, la pratique en elle-même, il y a longtemps que ça m'intéresse, plus ou moins. Oui. Et oui, j'avais vu qu'il y avait des choses qui pouvaient se faire, des choses très, très artistiques. C'est même, parce que là, je le dis pas pour vous, parce que vous avez l'air déjà de bien connaître le sujet, Cédric, mais je crois qu'il faut vraiment comprendre que entre les cordes et par exemple les menottes qu'on trouve assez facilement maintenant dans les love shops, c'est pas du tout la même chose. Mettre une paire de menottes à son ou sa partenaire, c'est quelque chose qui est une petite fantaisie, je dirais, dans sa sexualité. Tandis que vous entrez vraiment dans tout un univers qui est très érotique, mais en même temps très particulier. Et c'est pour ça que je dis, pour l'instant vous avez utilisé des cordes, ok, faut pas utiliser n'importe quelle corde, déjà, mais ça je pense que vous le savez, puisque vous avez déjà suivi, vous êtes déjà renseigné. Et puis, même au niveau des poignets, les cordes, attention. Faut pas trop serrer. Oui, c'est souvent au niveau des poignets qu'il peut y avoir des difficultés, justement. Hein. Une personne qui avait quasiment perdu sa main suite à un garrot. Exactement. Donc, il faut être effectivement vigilant, et c'est toujours pour ça qu'il vaut mieux avoir une petite formation sur le sujet. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, certains, plutôt que d'aller à un cours de judo, se rendent à un cours de shibari, et c'est vraiment quelque chose qui se développe beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a aussi dans cette pratique une dimension à la fois fantasmatique, de l'imaginaire et érotique, à la fois pour la personne qui attache, qui domine donc un peu, mais qui a aussi la responsabilité de la personne qui est attachée, qui elle est souvent dans une situation de total abandon, de confiance en l'autre personne, de lâcher prise, comme on dit souvent, et qui est propice au développement d'un état émotionnel assez intense et particulier. Et parfois, qui peut même être très angoissant. Donc c'est pour ça que c'est, encore une fois, attention. Bon, là, vous êtes dans une relation finalement qui a l'air de très très bien fonctionner. Mais on ne s'amuse pas à se faire attacher par quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on vient de rencontrer. Je pense que c'est important, c'est aussi notre rôle de mettre en garde ceux qui nous écoutent. Mais bon, vous êtes oui, allez-y, je vous en prie, Cédric. Il faut que les deux soient vraiment sûrs à 100% d'avoir envie de le faire et vraiment envie et 100% confiance. Il faut pas avoir l'ombre d'un doute par rapport à son partenaire, sinon il faut pas le faire. Bien sûr, le maître mot, c'est la confiance. Oui, et puis on peut être surpris soi-même, on croit qu'on va y trouver quelque chose, et puis tout d'un coup, on peut étant attaché, donc on perd complètement le contrôle, c'est toujours la même chose, on sait que la perte de contrôle peut être excitante, peut être jouissive, peut nourrir, et puis elle peut aussi faire peur. Tout à fait. Ça vous est déjà arrivé, vous, d'être assez attaché, justement, Cédric ? Ça m'est arrivé, oui, même par le passé, ça m'est arrivé. Oui, et donc c'est quelque chose qui vous nourrit, vous aimez ça? Oui, plutôt, oui. Et votre compagne, c'est nouveau pour elle? Disons c'est un fantasme qu'elle a depuis longtemps, qu'elle a très peu pratiqué, parce qu'elle n'avait pas trouvé de partenaire avec qui elle sentait que c'était possible, quoi. Donc vous êtes un peu son Pygmalion. Vous l'entraînez dans un univers qui l'intrigue mais qui la passionne. Oui, après je fais pas de plan sur l'avenir. Je verrai à mesure, on verra tous les deux à mesure comment évoluent les choses sans forcément. Bien sûr. Sans forcément se donner un objectif précis à atteindre. C'est une belle manière de voir les choses. Il me semble.
Eh bien, merci en tout cas d'avoir partagé votre fantasme qui, on l'a compris grâce à vous, Arthur Vernon, est un fantasme qui se développe. Merci beaucoup Cédric. Alors on va continuer bien sûr dans la deuxième heure à évoquer tous les fantasmes, que vous ayez envie de passer à l'acte ou pas. Et puis si vous avez un questionnement par rapport à un fantasme qui peut-être vous perturbe, vous pouvez également nous appeler et on essaiera de comprendre de quoi ça parle, parce que finalement nos fantasmes, ça parle toujours de nous, hein, bien sûr, ça parle pas du partenaire, ça parle évidemment de nous. Et puis voilà une petite devinette qui évidemment m'amuse beaucoup puisqu'on parle de western. J'adorais les westerns quand j'étais petite. Alors pourquoi les westerns permettent de savoir que la fille est déjà devenue femme? Vous avez évidemment le temps des infos pour trouver la réponse, Arthur Vernon. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Arthur Vernon, créateur de ce site mysweetfantasy.com, sur lequel vous pouvez aller poser votre fantasme ou découvrir les fantasmes de ceux qui sont déjà inscrits, ou bien, pourquoi pas, si vous êtes en région parisienne, allez à ce bar à fantasmes, le Sweet Paradise, qui se trouve 12 rue Marie-Stuart dans le 2e. Les fantasmes, on en parle avec vous bien sûr sur Sud Radio au 0826 300 300. Mais avant de donner la parole à Ambre qui est avec nous, eh bien, pourquoi les westerns permettent de savoir que la fille est devenue femme? Vous avez une petite idée? Alors là, je suis séché. Ben si, c'est parce qu'elle ne regarde plus le cheval, elle regarde le cow-boy. En tant qu'elle est fille, elle regarde le cheval, et puis après elle regarde le cow-boy, évidemment. Bonjour Ambre. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Arthur. Bonjour. Je suis très contente de participer à l'émission, puis surtout à cette question, qui est une vaste question, Oui. qui me fait d'ailleurs beaucoup réfléchir. Alors le fantasme, moi j'ai découvert déjà le terme tardivement, et puis quand j'étais plus jeune, j'avais une idée toute faite qui était que le fantasme était une volonté, un désir sexuel à réaliser à deux, ou voilà, en tout cas avec son partenaire, et pour procurer davantage de plaisir, de désir. Bon, je me suis vite rendu compte qu'en fait pas du tout, c'était pas tout à fait le cas. Parce que je me suis rendu compte que certains fantasmes, on n'avait pas forcément envie de les réaliser parce que c'était, on ne se sentait pas forcément prêt ou passer le pas, parce que ça faisait un décalage entre cette espèce de rêve et puis le fait qu'on en soit là vraiment au niveau psychique, corporel, etc. Moi, mon premier partenaire était très délire, donc on faisait beaucoup de trucs. Alors on avait l'impression de réaliser des fantasmes. C'était des choses assez simples, assez rigolotes, avec un peu de risque, un petit peu de choses comme ça. Oui, on est déjà dans la fantasmatique. Hein. Dès qu'on fait quelque chose qui sort un peu de la position du missionnaire dans la chambre à coucher, on est déjà un peu dans de la fantasmatique. Hein. Oui, tout à fait. Et avec mon nouveau partenaire, je me suis rendu compte que c'est pas du tout pareil, parce que lui, je sais pas si il a pas l'air il m'a dit qu'il en avait pas spécialement, et que la relation en elle-même le satisfaisait complètement. Alors du coup, les fantasmes, je me les autorise moins, parce que je vois bien que lui en a absolument pas le besoin, et puis ça se fait à deux. Du coup, ça me manque pas, parce que je me suis rendu compte quand même que la réalisation de ceci, c'est pas vraiment ça qui est intéressant. C'est surtout, je crois, d'avoir quelque chose d'inaccessible, et c'est ce qui est inaccessible et ce qu'on ne veut pas vraiment qui finalement alimente une excitation, un désir, un espèce de truc à deux, et pas forcément le passage à l'acte. Après, est-ce qu'il faut le confier ou pas? Je pense que ça dépend avec qui on est. Et puis ça dépend du contenu du fantasme. Il y a des choses, je préfère me les garder pour moi, parce que c'est mon jardin secret. Et il y en a d'autres, je préfère effectivement les confier. Il m'est arrivé une fois d'avoir le fantasme d'avoir plusieurs partenaires, deux ou trois garçons. Et puis c'était un fantasme comme ça qui était sympa, qui excitait un petit peu notre couple. Et un jour, c'est plus ou moins arrivé. On était donc avec des amis, et on parlait de sexualité. Et puis comme on était tous très décontractés sur le sujet,
ça s'est un peu envenimé et ça a commencé à devenir une forme de réalité, puisque j'ai les 2 garçons qui se sont donc essayés à être avec moi, et j'ai pris peur et je me suis bloquée et je me suis dit oh, mon Dieu, je me suis tellement approchée du fantasme que ça a été un atroce cauchemar. Donc c'est là que je me suis dit que c'était pas forcément quelque chose qu'on a vraiment envie, quoi. Oui, mais votre témoignage est intéressant parce qu'il montre bien qu'en effet, vous étiez excité à l'idée d'avoir comme ça plusieurs hommes qui vous touchent, qui vous prennent, etc. Et au moment où ça peut se faire, oh là là, je vais m'y perdre, quoi. Et vous avez pu stopper, d'ailleurs, tout va bien. Hein. Oui, c'était voilà, parce que je pense qu'après ça, on rentre dans un schéma plus violent. Et pour moi, le fantasme, c'est je sais pas, c'est comme une alimentation psychique avec l'autre, ou des fois tout seul aussi pour son plaisir solitaire, et qui provoque une excitation, un désir, une espèce de rêverie éveillée. Et ce qu'il y a de bien dans le fantasme, c'est que moi j'ai l'impression que ça vieillit pas. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours les mêmes fantasmes depuis 10 ans. Et ça me fait toujours de l'effet, quoi. Alors, je sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Si ça fait... s'il y a une évolution des fantasmes et des degrés de fantasmes aussi. Parce qu'entre la petite chose qui se passe dans l'ascenseur et puis quelque chose avec plusieurs hommes, par exemple, c'est quand même différent et c'est pas le même... le niveau, c'est pas tellement le terme adapté. Enfin, en tout cas, plusieurs hommes dans l'ascenseur, il faut un grand ascenseur. Hein, et plusieurs étages. C'est ça. Donc voilà. En tout cas, ce que je trouve bien dans votre témoignage, c'est que vous êtes curieuse. Vous vous posez plein de questions et ça, c'est sympathique parce qu'au moins, ça circule, quoi. Et vous avez aussi beaucoup d'imagination. Et justement, c'est la grande différence entre le fantasme et la réalisation du fantasme, c'est que l'exemple que vous avez donné, c'est un exemple fréquent. Entre ce qu'on imagine et la réalité, il peut parfois y avoir un grand gap, une grande différence et parfois donc une mauvaise surprise. Un exemple type, c'est toutes les personnes qui fantasment sur les clubs libertins, de voir des couples en train de faire l'amour, qui se disent ça doit être une vision absolument incroyable et paradisiaque, et la première fois qu'ils vont pousser la porte des coins câlins d'un club libertin, ils vont se retrouver avec un amas de corps enchevêtrés l'un sur l'autre, des personnes de taille et de formes diverses, et généralement leur première impression c'est plutôt quelque chose qui se rapproche du dégoût que de l'excitation. Donc, alors qu'il l'avait totalement fantasmé sur quelque chose de différent. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir de grandes différences. Et ce que vous avez raconté sur l'expérience d'avoir une aventure amoureuse avec plusieurs hommes et puis le début de sa concrétisation, c'est pareil, votre esprit, votre ressenti peut être parfaitement différent. Donc c'est un très bon exemple sur la différence entre le fantasme et sa réalisation. Et à contrario, j'ai jamais fantasmé avec une autre femme et il m'est arrivé d'avoir quelques petites aventures comme ça, vraiment pas prévues avec des femmes où je me suis laissée aller. Et du coup, ça a créé un nouveau fantasme dans mon petit book où j'ai de nouveau ce fantasme, mais c'est parti d'une réalité. En fait. Oui. Là, on est à l'inverse, c'est-à-dire que tout d'un coup, vous laissez faire quelque chose qui se passe dans votre vie, et après, ça devient un fantasme qui vous excite, et vous avez envie de reproduire cet événement. Mais qui ne sera pas forcément facile à reproduire, parce que justement, certainement dans l'excitation, il y avait cette partie imprévue qui sera très difficilement reproductible, parce que par définition, on peut difficilement reproduire l'imprévu. Exactement, c'est tout à fait ça. Et j'avais une question, Arthur, en fait. Ma question, c'était que je me suis rendu compte, à travers donc l'intitulé d'émission du jour, je me suis rendu compte que j'avais quelques fantasmes qui étaient toujours les mêmes. Et je me demandais comment on en crée de nouveaux. Est-ce que c'est... oui, comment s'en fabriquer de nouveaux? Parce que ça m'a éveillé ça. Je me suis dit, tiens, moi j'ai toujours les mêmes. Ça marche très bien, ça vieillit pas. Mais j'en créerais bien de nouveaux, j'en voudrais bien des nouveaux. Et là, alors là, c'est carrément le flou, parce que je me dis, mais comment on fait ça? Parce que l'imaginaire, oui, mais non, il se passe rien plus que ce que j'ai déjà.
Alors déjà, il n'y a rien de dramatique à avoir les mêmes fantasmes. Je pense que ceux aussi qui changent de fantasme, c'est parce qu'à un moment, justement, ils ont essayé peut-être de les réaliser, voire ils les ont réalisés et ils ont eu envie d'évoluer vers autre chose. Maintenant, s'il y a cette envie de votre part d'essayer de faire évoluer votre fantasmatique, je pense que le plus simple, c'est de commencer à réfléchir ou alors être confronté à d'autres situations fantasmatiques que vous pouvez retrouver par exemple dans la littérature érotique, oui, c'est vrai. et de voir des scènes qui vont peut-être vous parler, lorsque vous allez les lire, ressentir un émoi érotique particulier, et à partir de là, cet émoi, vous aurez peut-être envie de le cultiver dans votre cerveau, et votre imagination va faire le reste. Donc je parle de littérature érotique, ça peut aussi être regarder certains films plus ou moins audacieux et osés que vous allez retrouver soit dans le cinéma traditionnel, soit dans un cinéma moins traditionnel, ou alors sur la scène du Sweet Paradise. Enfin, il y a plein de choses aujourd'hui qui peuvent permettre de susciter un petit peu cette imagination. Et à un moment, quelque chose va vous toucher particulièrement, et c'est ce que vous allez ensuite pouvoir développer dans votre fantasmatique personnelle. Oui, tout à fait. C'est une bonne idée. Je n'y avais pas pensé, mais... Ouais. Oui, vous pouvez Par la littérature, oui, en effet. Vous pouvez vous nourrir. Et puis après, vous pouvez aussi, vous savez, les fantasmes, on pourrait les classer en plusieurs catégories. Alors, j'ai pas fait ce travail-là pour préparer l'émission d'aujourd'hui, mais il y a des fantasmes d'exhibition, de voyeurisme, il y a des fantasmes de BDSM, on vient d'en parler, il y a des fantasmes de tout ce qui est libertin, c'est-à-dire d'introduire plus de personnes. Après, il y a des fantasmes qui sont liés au transport, au lieu, des fantasmes un peu plus particuliers qui mettent en scène, par exemple, des objets de médicaux, des objets d'une profession en particulier. Enfin, vous voyez, vous pouvez aussi aller visiter votre univers personnel, quels sont vos goûts, qu'est-ce que vous aimez, et de là, vous pouvez à ce moment-là vous mettre à fantasmer. Vous voyez, par exemple, vous pouvez fantasmer de rencontrer un pompier ou enfin, vous voyez, ou un médecin, Bien sûr. C'est infini, et chacun peut avoir on peut fantasmer. Je dis n'importe quoi, mais on peut fantasmer de faire l'amour dans des billets de banque ou dans des pétales de rose ou dans. Enfin, vous voyez, c'est infini. Et c'est ça. Infini, oui. Et je crois que c'est ça qui bloque beaucoup les gens, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'un fantasme c'est forcément quelque chose de compliqué. Voilà, un fantasme vraiment, ça peut être très, enfin c'est infini quoi. Oui, tout à fait d'accord. C'est vrai, je dirigeais pas Oui, tout à fait. Je dirigeais pas du tout mon esprit là-dessus. J'avais un film que j'avais vu qui m'avait vraiment, illuminé sur les fantasmes, etc. C'était Mademoiselle. Le film, alors je sais pas s'il est japonais ou coréen, ce film, je me rappelle plus. C'est un film coréen. C'est un film coréen et c'est l'un de mes films préférés. Hein. Donc là, vraiment, vous avez touché, vous avez vraiment touché juste. Là. Je trouve ça magnifique. Exceptionnel. Ouais, exceptionnel. Et cette relation entre ces deux femmes, c'est carrément magnifique, quoi. C'est sublime. Et en fait, ce qui était impressionnant, c'est de voir que, a priori, à cette époque, ils écrivaient déjà des histoires érotiques qui racontaient, ils faisaient de la narration à d'autres hommes pour susciter l'excitation et le désir sexuel, quoi. Et c'était des femmes qui racontaient ça. Alors, je sais pas dans quel cadre ça existait, à quel point le film il est transformé, mais c'est comme ça, c'est hyper, je trouve attrayant, c'est hyper, ça prend au trip, quoi. En tout cas, le film il m'a vraiment pris au trip sur tout son aspect. Alors là, je le partage totalement. Et là, la scène que vous évoquez, c'est indirectement l'une des scènes qui a un peu inspiré Sweet Paradise aussi, puisque c'est vraiment l'ancêtre du théâtre érotique. Effectivement, on a cette scène où il y a des femmes qui font des lectures érotiques devant un parterre d'hommes dont on ne sait pas trop d'où
ils viennent, mais on sent que c'est très confidentiel, et on sent que ça bascule dans l'érotisme. Oui, c'est un film exceptionnel sur tout ce qui concerne la fantasmatique, très inspirant à plein d'égards. Ben, je crois, Arthur Vernon, que vous n'avez plus le choix, il va falloir inviter Ambre au Sud Paradise. Quand vous voulez, Ambre. Merci en tout cas, Ambre, de cet échange. Brigitte. Merci à vous. On va faire une petite pause et on va revenir sur les rêves. C'est pas tout à fait la même chose que les fantasmes, mais c'est intéressant aussi d'en parler. On se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous allons évoquer les rêves. Arthur Vernon avec Michael qui va nous raconter son rêve dans un instant. Les rêves, oui, c'est pas tout à fait la même chose que le fantasme, puisque là, on est emporté, si je puis dire, par le rêve. Hein. C'est notre inconscient qui dirige la manœuvre et notre conscient n'a plus beaucoup son mot à dire. Comme chaque vendredi, je vais évoquer la symbolique de rêve en particulier. On va parler de l'argent. Vous imaginez bien que les rêves d'argent, c'est fréquent, hein, et on peut en trouver de l'argent, on peut en perdre, on peut le gaspiller. Et évidemment, notre attitude vis-à-vis de l'argent va indiquer un comportement vis-à-vis de notre richesse intérieure. Et c'est vrai que ça dépend aussi si c'est des billets, des pièces d'or, etc. L'argent, ça peut indiquer l'avidité, la peur de manquer, une mauvaise valeur personnelle. On sait le nombre d'expressions hein, sur sa valeur, etc. Et puis, ça va être évidemment la même chose pour les bijoux et ça va dépendre du bijou. Hein. Il est évident qu'un collier, ça peut être une chaîne ou une position de soumission par rapport à quelqu'un. La bague, ce sera plutôt un signe d'engagement, de lien en tout cas. Et si on perd par exemple sa bague de fiançailles ou son alliance, peut-être qu'il faut se poser la question sur la relation qui est peut-être en train de se détériorer. Voilà. Bonjour Michael. Bonsoir Brigitte, bonsoir Arthur. Bonjour Michael. Voilà. Merci pour vos émissions. Ben, je vous en prie. Alors c'est un rêve que vous faites également très souvent. Hein, Alors c'est un rêve, disons que c'est un type de rêve. Hein, c'est un rêve qui se décline. Mm-hmm. C'est-à-dire que j'ai une situation en fait dans un rêve qui se retrouve fréquemment. Et quand je dis fréquemment, ça peut être 2-3 fois par semaine ou 1 fois par nuit, parce que je rêve beaucoup en fait. Mm-hmm. Et voilà. Donc, la situation est la suivante. Je suis accompagné. Alors, ça peut être de mon épouse, de mes enfants, des amis, de mes parents, enfin, n'importe. Je suis accompagné. De proches, en tout cas. Hein. Oui, proche quand même, proche. Voilà, proche. Et on doit rentrer. Voilà, on doit rentrer. Donc, c'est-à-dire rejoindre la voiture, rejoindre une maison. Enfin, on doit rentrer. On est sur le chemin du retour, en fait. Et il y a quelque chose qui me dérange, c'est-à-dire j'ai oublié mes clés, j'ai perdu mon téléphone, enfin quelque chose, et je me retourne, je vais chercher mon téléphone ou mes clés, je ne le trouve pas, et quand je me retourne à nouveau pour voir où est-ce qu'ils sont, ils n'y sont plus. Et non seulement ils n'y sont plus, mais le paysage a légèrement changé, c'est-à-dire que s'il y avait une ligne droite, c'est un virage. Si on était dans la clarté, ça s'assombrit, vous voyez. Il y a quelque chose qui change et en fait, je presse le pas. Je presse le pas pour savoir un peu où est-ce qu'ils sont, s'ils sont déjà rentrés, s'ils m'attendent, voilà. Et plus je presse le pas, plus le paysage change. Et ça se termine de toute façon dans un endroit très sombre, comme je sais pas, un parking souterrain ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors. Des fois, je me réveille un sursaut et c'est très angoissant, c'est cauchemar. Des fois, je l'aborde plus simplement et ça se passe. Hein, et je passe au rêve d'après, voilà. Mais c'est une situation qui se retrouve souvent. Voilà, souvent. Mm-hmm. Voilà. Mais vous aimez être seul ? Alors, oui. Moi, j'aime être seul, oui. Mm-hmm. Donc, a priori, si vos proches ne sont plus là, normalement, vous devriez vous sentir bien. Oui, mais ça serait comme une obligation de le retrouver, vous voyez. Une obligation, une culpabilité. Souvent, je rêve en tant que père de famille, donc il y a mes enfants, donc il faut que j'y aille. C'est plutôt dans ce senslà, comme une obligation à remplir. Oui, mais parce qu'en fait, on voit bien que dans votre rêve, il y a quelque chose qui laisse à penser que vous vous sentez obligé de pouvoir compter sur vos proches ou d'être proche ou d'être là pour vos proches.
Et alors je ne sais pas si ce serait de la culpabilité, mais il y a quelque chose qui fait que vous devriez vous occuper un peu plus de vous, parce que c'est quand vous perdez vos clés ou votre téléphone qu'ils sont plus là, vous voyez. Je vois pas. Non, je vois pas. Je vois pas le rapport. Non, mais je crois. Qu'est-ce que ça symboliserait le fait de perdre un objet personnel et qu'il disparaisse? Oui, non, mais voyez, au départ, vous êtes avec des proches, tout va bien. Oui. Hein, Oui. mais vous devez rentrer. Oui, c'est ça, voilà. Et comme par hasard, vous devez rentrer, mais vous perdez vos clés ou votre téléphone. Donc c'est un peu embêtant pour rentrer si on n'a plus son téléphone ou plus ses clés. C'est ça, voilà. Hein, donc c'est comme je vais le récupérer. C'est comme si vos proches vous empêchaient de rentrer, puisque vous perdez vos clés et votre téléphone, si on essaye d'interpréter le rêve. D'accord. Bon, et puis une fois que vous vous retournez, ils sont plus là. Mais comme ils sont plus là, vous êtes dans le brouillard, ou il fait sombre, ou vous êtes un peu perdu. C'est ça. Et pourtant, vous aimez être seul. Oui. Donc, voyez la contradiction de votre rêve. Et oui, mais comment je peux... moi, je n'arrive pas du tout à interpréter. Non, mais c'est bien pour ça que je vous l'interprète à votre place. C'est-à-dire que, à mon avis, il y a quelque chose à comprendre et à mettre en place dans votre positionnement vis-à-vis de vos proches. Je ne sais pas, ça c'est vous qui pourrez répondre, parce que c'est vous qui pouvez interpréter votre rêve, mais peut-être que soit vous vous sentez obligé de trop vous investir avec vos proches et pas assez vous occuper de vous. Enfin, il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là, vous voyez ? D'accord, tout à fait. Et je pense que vous gagneriez à peut-être moins vous sentir, comment dirais-je, obligé de rentrer pour eux, quoi. Oui, mais c'est vrai que par contre, quand je le rêve, c'est vraiment, il y a deux émotions. La première, pendant qu'on rentre, je suis vraiment très bien. C'est-à-dire que je me sens pas contraint. Mais c'est à partir de de la perte de l'objet, ou alors de devoir, souvent, je suis le seul à savoir où est la voiture. Donc je leur dis, je vais chercher la voiture et je vous retrouve. Et en fait, c'est de me retourner pour aller vers la voiture. Le paysage change. Voilà. Donc après, impossible de retrouver. Je retrouve plus les carrefours. Je ne sais plus où est-ce que je suis. Voilà. C'est un peu de... Et oui, et pourtant vous êtes le seul à pouvoir diriger votre vie. C'est ça, ouais. mais c'est les autres qui peut-être ne vous permettent pas assez de diriger votre vie comme vous le voudriez. En tout cas, c'est comme ça que j'interpréterai votre message de rêve. Maintenant... D'accord. Ou alors peut-être, ça fait partie des petites pistes aussi, est-ce qu'il n'y a pas un petit message caché de culpabilité ? C'est-à-dire sur le fait que si vous aimez être seul, il y aurait une petite forme de culpabilité à ne pas s'occuper des autres. Et donc voilà, ils disparaissent et vous vous dites il faut quand même que j'aille les chercher, mais ils sont plus là. Et donc vous vous en voulez un peu parce que vous n'avez pas été là. Ça, je peux le comprendre, parce que ça peut être conscient dans la journée, ça, par contre. Mais oui, mais ça montre... Je vais être seul, je me dis, mais il y a ça à faire. Mais si vous vous sentez coupable de pas assez vous occuper des autres, c'est pas bon, parce qu'il n'y a pas à se sentir coupable de pas assez s'occuper des autres, surtout que visiblement vous vous en occupez beaucoup. Donc vous voyez, il faut régler ce problème de culpabilité et être plus en paix avec vous-même. D'accord. En tout cas, c'est ce qu'indique le rêve, et je crois que on a tous les deux un petit peu été sur le même angle. D'accord, je comprends. Soyez libres. Oui, c'est pas c'est facile, mais d'accord, ok. Oh oui, c'est facile, je suis d'accord, et c'est facile à dire et pas facile à faire. Je suis d'accord, Michael. Merci en tout cas. Merci beaucoup pour cette interprétation. Merci beaucoup. On va se faire une petite pause et on va proposer un love conseil, un missionnaire inversé de quoi ? Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Arthur Verneau, voilà un fantasme tout simple, c'est inverser le missionnaire. Bon, c'est vrai, on connaît la position du missionnaire, la femme est allongée sur le dos, monsieur se jette sur elle et domine la situation. Et c'est vrai que c'est une position que pratiquement tout le monde a pratiquée à un moment ou un autre, et que tout le monde connaît. Alors, le missionnaire inversé, c'est très simple, et c'est vachement intéressant parce que ça va être plus facile souvent pour les hommes de durer plus longtemps, de tenir mieux leur érection sans éjaculer. Donc, l'homme est allongé sur le dos, et c'est la femme qui vient s'agenouiller au-dessus de son partenaire.
mais dans une position allongée, pas dans une position assise, hein, évidemment. Et c'est comme ça qu'elle pourra non seulement contrôler la profondeur, mais c'est elle aussi qui va plutôt donner le tempo du coït. Et lui pourra rester très passif. Et c'est ça qui est intéressant. Alors c'est une position qui est franchement très simple à pratiquer, qui n'est pas compliquée, qui est un petit peu peut-être compliquée juste au moment de la pénétration, parce qu'il faut vraiment guider le pénis, puisqu'il faut aller le remonter, si je puis dire, vers le pubis de madame. Mais je trouve que on peut quand même assez facilement utiliser cette position, qui n'est pas très compliquée, mais qui est une variation très intéressante. Et je trouve, puisqu'on parle des fantasmes aujourd'hui, on ne joue pas assez avec des positions nouvelles dans les couples, je trouve, alors que c'est quand même très simple. Et puis il y a plein de Kama Sutra illustrés avec des positions différentes. Et parfois impraticable, mais là, celle que vous avez donnée, pour le coup, elle est... C'est vrai que parfois tout à fait intéressante. Dangereuse. Oui, c'est ça. C'est vrai, changer de position, c'est déjà une fantaisie, quoi. Bien sûr, oui, avec des sensations qui seront un petit peu différentes, donc ça introduit de la variation. Voilà. Lundi, nous serons avec Laurent Carilla. On reviendra sur les addictions et évidemment, il y aura beaucoup à en dire parce que malheureusement, elles sont de plus en plus nombreuses. Et puis peut-être qu'on peut être addict à l'amour et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On devient polyamoureuse. Bonjour Lucille Bellan. Bonjour. Bonjour. Je crois que vous connaissez bien Arthur Vernon, hein ? Oui, tout à fait. En tant que journaliste, j'ai mené une enquête sur mes Sweet Fantasy pour faire un podcast qui s'appelle Max, lectrice érotique, donc qui est diffusé en ligne. D'accord. Et donc, je ne vous présente pas tous les deux. Vous êtes l'auteur de ce livre Polyamoureuse, confidence d'une femme qui aime au pluriel. C'est aux éditions Larousse. Vous parlez donc beaucoup de votre propre expérience de polyamoureuse. Et j'ai trouvé que c'est un livre un peu différent de ce qu'on lit souvent sur le polyamour. Bon, je connais bien sûr évidemment très bien Françoise Saint-Père qui a été la première, il faut lui rendre cet hommage, à évoquer le polyamour et qui a écrit des livres tout à fait forts et puissants. Mais je trouve que votre livre est intéressant parce que vous montrez bien à la fois tout l'intérêt et tout le danger de vivre le polyamour. C'est pas fait pour tout le monde, quoi. C'est pas un livre qui revendique le polyamour comme étant la solution au couple. Bien sûr, moi je suis la première à refuser le prosélytisme, c'est important pour moi de le dire, parce que souvent quand on parle de polyamour, les gens se sentent accusés dans leur monogamie, se sentent un peu pris à partie. Tu veux dire que du coup nous on a tort et toi t'as raison, ou t'as tout compris et nous on est trop bêtes pour comprendre. C'est pas du tout le cas. Je pense que c'est intéressant de l'aborder comme une alternative, voire comme une inspiration éthique. Je crois vraiment, en l'occurrence, je respecte énormément le travail de Françoise Saint-Père, parce que si il n'y avait pas eu ces livres en français, je me serais retrouvée très démunie au début de mon polyamour il y a une dizaine d'années. Il y avait qu'elle qui écrivait des livres en français accessibles, trouvables et pour le coup vraiment bien écrits et intéressants. Sinon il fallait aller chercher du côté du Canada, des États-Unis, des gens qui en plus n'étaient pas de ma génération. On trouvait des choses de personnes qui étaient des années 70-80 et du coup qui vivaient au niveau social quelque chose de tout à fait différent de ce qu'on vit aujourd'hui de manière urbaine quand on est trentenaire, vingtenaire, et je voulais apporter un contre-pied aussi à ça, un témoignage supplémentaire en tout cas. Est-ce qu'on sait aujourd'hui combien de gens s'essayent au polyamour ? Ça évolue, j'imagine qu'on en a plus qu'il y a 20 ans, mais est-ce qu'on a des chiffres ou pas? Alors moi, j'ai pas trouvé. Non, j'ai pas de vrais chiffres parce que aussi c'est en constante évolution, puisque du coup les gens sont pas tout le temps en train de pratiquer leur polyamour de la même manière. Les relations évoluent, et puis aussi parce que c'est très privé, secret. Les gens, on le voit là, je le vois dans le cadre de cette promo, les gens quand ils témoignent avec moi, ils témoignent avec des perruques, des lunettes de soleil. Ils en parlent assez peu. Il y a beaucoup de honte. Donc au final, on n'a pas de chiffres officiels là-dessus. Il n'y a pas vraiment d'enquête non plus sur le sujet. Par contre, on le voit bien aussi, il y a de plus en plus de gens qui le revendiquent chez les nouvelles générations, justement, des gens beaucoup plus jeunes que moi, des vingtenaires, voire même des grands adolescents qui disent « je veux au moins essayer ça pour voir si l'alternative est intéressante et un peu
un peu pour refuser le système d'avant, des parents, des grands-parents. Ce qui est bien aussi dans ce livre Polyamoureuse aux éditions Larousse, Lucille Bélan, c'est que vous abordez des sujets très concrets, notamment la question de l'argent, parce que si on est polyamoureuse, chacun doit avoir son lieu à soi, ce qui fait déjà deux lieux ou plusieurs même. C'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un truc, c'est compliqué quand on est en couple. Si on veut avoir d'autres relations, où est-ce qu'on se retrouve, quoi? C'est soit ça, soit on a un budget hôtel Airbnb très conséquent. Ce qui coûte cher aussi. Ça coûte extrêmement cher. Il y a aussi les déplacements, il y a aussi les sorties. Évidemment, il y a 2 fois plus de sorties au resto, au ciné, les Saint-Valentin, les anniversaires, Noël. Et donc, du coup, fatalement, je le dis parce que par expérience, je le sais, cette liberté-là, elle a un prix. Et en tant que femme, moi, je le revendique là-dessus. J'ai décidé d'avoir encore plus mon indépendance financière pour pouvoir vivre mes histoires à 100% et pas me limiter justement pour des questions financières. De toute façon, c'est un signe d'émancipation féminine, le polyamour. Vous faites d'ailleurs la différence entre le polyamoureux et la polyamoureuse dans votre livre. Je crois qu'il y a quelque chose spécifiquement du côté des femmes, c'est qu'on connaît aussi plus en histoire la polygamie, qui concerne en l'occurrence des hommes qui souvent sont mariés avec plusieurs femmes, qui là pour le coup elles se partagent les tâches ménagères. C'est un truc très assez entrepreneurial, cette vision un peu du couple. La question des sentiments est assez peu présente. Le polyamour se présente vraiment plus du côté des sentiments et du consentement, et en tant que femme c'est encore plus fort de le revendiquer parce que ça va à l'inverse de ce qu'on attend d'une femme qui en plus a des enfants. Moi j'ai 3 enfants, j'en parle dans le livre, et une femme qui a des enfants n'a pas de liberté, même à titre personnel. Enfin, moi, ça m'arrive en tant que polyamoureuse, j'ai découvert que j'avais besoin de temps libre pour moi, juste pour moi. Et donc de passer mes week-ends toute seule, mes vacances toute seule, ça peut m'arriver. Et de pas avoir envie de demander l'autorisation à qui que ce soit. Évidemment, je sacrifie pas mes enfants sur cet autel de cette liberté à tout prix. Mais pour le coup, je me suis rendu compte que les réactions étaient très négatives, de se rendre compte que j'avais besoin de temps pour moi. Oui, mais parce que de toute façon, dès qu'on est mère, on a un peu moins de temps pour soi, c'est évident. C'est une chose que les femmes ne veulent pas encore entendre, mais pourtant c'est une réalité mathématique presque, je dirais. Est-ce que c'est pas parce que aussi la femme est plus, comment dirais-je, plus respectueuse de ses sentiments, elle a plus envie de les laisser vibrer, et l'homme va peut-être plus avoir envie d'une polysexualité, si je puis dire. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça, ou est-ce que c'est un vieux cliché de femme qui a vécu le patriarcat? Je pense qu'aujourd'hui la tendance va plutôt s'équilibrer. Je pense que ça a pu être vrai et ça peut l'être encore évidemment. Mais la tendance peut s'équilibrer dans le sens où il peut y avoir des périodes de la vie où on a envie en tant que femme d'avoir plus de sexualité, d'aller expérimenter des choses, de redécouvrir son corps. Et via ça, via le polyamour, via toutes les réflexions qui sortent de la monogamie, ça permet de donner cette liberté-là. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, il y avait toujours cette difficulté d'organiser son infidélité, voire même de sauter le pas, de se dire si je me fais attraper en tant que femme, ça me coûtera beaucoup plus cher que si j'étais un homme. Là, dans le cadre de ces relations, vous voulez dire qu'il y a des femmes polyamoureuses qui, au fond, ne cherchent pas plusieurs amours, mais cherchent plusieurs amants. Il peut y avoir, parce qu'en fait, le polyamour peut intégrer, j'en parle un peu dans le livre, différents types d'amour qui sont pour moi aussi de la tendresse, de la complicité, pas forcément l'amour romantique, absolu, passionnel qu'il peut y avoir, mais en fait, presque même dans certains cas, une amitié sexuelle ou des choses comme ça. C'est d'ailleurs le sujet que j'avais abordé un jour avec Françoise Saint-Père hors antenne. On se connaît bien, et je lui disais, mais attends, quand on a une amitié très très riche avec un homme, quelque part, on est déjà dans du polyamour, et elle était tout à fait d'accord avec ça. Bien sûr, je pense que ça intègre évidemment toutes ces relations-là, et il faut revoir aussi la valeur qu'on donne à l'amitié. Enfin, je veux dire vraiment, pour moi, c'est une relation qui peut durer toute la vie, qui peut durer des décennies, et ça rentre dans la construction de ce qu'on appelle le polycule, pour moi, qui est un peu l'extension de la famille qu'on invente, qui intègre tout le monde. Alors le couple aujourd'hui, c'est vrai qu'il est un petit peu malmené, et vous dites, oui, c'est triste, un couple qui persiste à bout de bras, et pourtant ça existe beaucoup.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette expérience ou dans cette image, qui ont vu des couples perdurer très très longtemps, voire même rester ensemble jusqu'à ce que les enfants soient assez grands pour partir de la maison. Des parents, en l'occurrence, qui n'ont l'air de jamais s'être vraiment aimés, enfin, ou en tout cas qui, via leurs enfants, montrent une image de gens qui cohabitent. Malheureusement, ça a été beaucoup le cas, pour plein de raisons, dont des raisons financières, de facilité, de vie, parce que c'est très dur d'être une femme divorcée et de devoir réorganiser toute sa vie financièrement quand on n'a pas une totale indépendance financière. Tout le système va à l'encontre de ça. Et donc, du coup, il y a souvent aussi des arrangements de ce type de faute de mieux, on reste ensemble. Et ça, oui, du coup, le polyamour réfute un peu ça en disant autant être heureux, autant prendre des risques et demander tout le temps à l'autre, est-ce que tu veux vraiment rester avec moi? Est-ce que vraiment on veut rester ensemble? Oui, mais en même temps, est-ce qu'on se quitte pas trop vite aujourd'hui aussi, parfois? Alors, je suis un très mauvais exemple parce que j'ai déjà 2 divorces à mon actif, mais pour le coup, je pense qu'à chaque fois, j'ai donné le temps aux relations de se faire. C'est-à-dire qu'il y a eu une relation de 10 ans et une relation de 5 ans. J'ai pas quitté les gens dès que l'idée m'a traversé l'esprit. Je posais la question d'ordre général. Non, mais je ne la posais pas à vous. Je pense qu'on peut Non, mais j'ai pris mon exemple. Non, mais je pense qu'on peut se dire que... moi, je crois que les gens sont capables d'être responsables et de pas se quitter sur un coup de tête quand ils ont déjà un appart, des enfants, des trucs. C'est toujours difficile de quitter quelqu'un, donc quand on prend cette décision, c'est souvent qu'on la réfléchit malgré tout. En tout cas, je y crois. C'est votre opinion. Ouais. Et puis, vous abordez évidemment la question de la jalousie, parce qu'en fait, c'est ça la vraie difficulté du polyamour, c'est la jalousie. Je sais bien que Arthur Vernon considère que de toute façon, on est infidèle de nature, mais c'est pas pour autant qu'on est forcément d'accord et qu'on ne souffre pas si l'autre s'aventure ailleurs. Alors c'est juste sur la question de l'infidélité, c'est assez juste sur des questions, quand on vient sur l'histoire, la génétique, on est naturellement a priori des polygames, et aujourd'hui on a construit une monogamie qui est basée sur des croyances de l'Église, de l'État. Il y a eu toute une histoire dont je parle un peu dans le livre, mais qui a été parlée. Ça reste encore. En tout cas, sur différents types il y a des différents types de recherches, qu'elles soient historiques, sociologiques, philosophiques, et même religieuses, qui en tout cas vont dans ce sens à peu près. Et pour le coup, mais après, je sais bien qu'il y a une partie aussi de croyances personnelles, évidemment. Est-ce que je considère que là, pour le coup, que cette question de la jalousie, pour moi, en tout cas, la jalousie, c'est quelque chose d'un peu toxique, qui a été utilisé aussi. Oui, mais vous dites bien que ça vous arrive d'être jalouse. Ça m'arrive, le sentiment de jalousie, je le connais parce que je suis une personne humaine et que ce serait déconnant de ma part de dire que je ressens pas des mauvais sentiments des fois. Mais quand je suis jalouse, ça dure quelques minutes, secondes, et en général, c'est parce que j'ai un problème de confiance en moi. C'est-à-dire que quand je ressens la jalousie, c'est que je me suis levée un matin et que je me sens moche, et que du coup je me dis du coup il va me remplacer par quelqu'un de mieux ou de plus jeune, ce qui est tout à fait normal de penser ça dans notre société et puis même dans la vie. Je pense que ça arrive à tout le monde. Oui, mais est-ce que vous oubliez pas quelque chose d'assez fondamental et de terriblement humain, c'est qu'on a toujours envie d'être la préférée ou le préféré, de toute façon, même si quand on est enfant, quand on est adulte, et c'est assez, je veux dire, c'est quelque chose de fondamentalement humain. On n'y peut rien, on est comme ça. On a envie d'être le plus admiré, le plus aimé, le plus... Alors je sais que je suis la maman préférée de mes enfants et ça me suffit un peu. J'ai pas besoin de m'aliéner des partenaires sur cette question. Mais par contre, il y a un truc, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il y ait des sentiments qui sont plus forts que nous et qu'il faut aller se battre contre. Moi, je crois aussi qu'on peut revoir aussi ses désirs, questionner toutes ces choses-là sans forcément se laisser faire par tous ces sentiments assez primaux. Par contre, je crois aussi à la compersion, qui est une valeur importante chez les polyamoureux, qui est un peu l'inverse de la jalousie de manière très schématique. C'est le fait de prendre du plaisir et d'être heureux au bonheur ou au plaisir de ses partenaires quand on les aime. Et donc, vraiment, que ce soit au niveau sexuel ou au niveau, d'ailleurs, toutes les sortes de plaisirs. Ça peut être une glace ou un super resto pour lequel je n'étais pas. Je suis très heureuse que mes partenaires l'aient vécu. Et ça peut être au niveau sexuel, évidemment. Et finalement, c'est ce bonheur-là qui prend le dessus sur ma frustration, peut-être, qui arrive. Arthur Vernon, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ce sujet, puisqu'il est un sujet évidemment qui vous intéresse, je suppose? Bien sûr. Non, mais moi je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Lucille et le propos. Là, pour répondre à votre question, oui, on a envie d'être le préféré parce que c'est un sentiment humain
d'avoir de l'orgueil d'une certaine façon, mais est-ce que l'orgueil est tout le temps approprié? C'est vrai qu'il y a une forme d'humilité dans le polyamour, et on n'a peut-être pas évoqué, je dirais, la base du polyamour, parce que on connaît tous ici la définition, mais c'est peut-être utile de rappeler pour les éditeurs que s'il y a quelque chose qui définit le polyamour, c'est l'éthique, c'est-à-dire une forme de transparence, c'est-à-dire quand on parle de relations même d'amitié privilégiée avec certaines personnes, ou alors de relations amoureuses ou autres, on ne le cache pas aux autres partenaires. Donc il y a cette idée d'être transparent et éthique, et c'est ça qui rend humble aussi d'une certaine façon, parce que forcément, on sait que si ça ne nous concerne pas, notre partenaire potentiellement aura aussi d'autres amours forts, d'amitié forte. C'est pas une transparence à tout prix. Enfin, on n'est pas obligé de tout raconter à l'autre. C'est un choix de chacun et chacune. Après, chacun met sa limite. C'est vrai que là-dessus. On est bien d'accord. Oui, le principe parce que du la transparence à tout prix, moi, je n'y crois pas du tout. Ah non, mais je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je dis juste que c'est quand on utilise le terme polyamoureux, il y a une communauté polyamoureuse. Oui, elle implique ce concept d'éthique. Moi, à titre personnel, comme on l'a évoqué tout à l'heure, je suis plus à dire que chacun doit se questionner sur le concept de l'exclusivité sexuelle. Donc, je suis pas non plus à imposer. Vous devez absolument avoir des relations multiples. Je dis juste, est-ce que vous êtes bien sûr que l'exclusivité sexuelle vous rend heureux? On parlait des couples qui se séparaient. Est-ce une bonne chose de se séparer si on s'entend super bien avec quelqu'un? Est-ce qu'on n'a pas identifié qu'on avait un problème potentiellement de sexualité avec cette personne? Est-ce que ça ne vaut pas le coup de continuer à vivre quelque chose avec cette personne et de vivre la sexualité avec quelqu'un d'autre? Je pense que ce sont des questions qui aujourd'hui sont inexistantes dans la culture, en tout cas. Qui commencent à se poser. Mais tant mieux, mais j'en suis ravi. D'ailleurs, le polyamour, c'est un sujet qui revient assez régulièrement. Bien sûr. Et je pense aussi que les personnes ne sont pas forcément toutes soit exclusives ou polyamoureuses. Il n'y a pas une espèce de schisme. Je pense qu'il y a de plus en plus de fluidité, et ça peut passer par parfois de la tromperie, parfois du libertinage. Il y a vraiment une plus grande fluidité et chacun évolue dans son parcours de vie vers telle ou telle situation. Oui, et c'est là où vous aviez raison, Lucille Belland. On l'entend chez les jeunes, beaucoup de jeunes de 15, 16, 17 ans disent je suis bisexuel, on voit bien qu'il y a quand même des vrais mouvements. Après, qu'est-ce que ça donnera on sera peut-être plus là pour le voir. Merci en tout cas Lucille Belin, ça s'appelle Polyamoureuse, confidence d'une femme qui aime au pluriel, c'est aux éditions Larousse. Vous parlez de votre vécu, c'est un livre qui peut vous aider si vous vous posez la question du polyamour. On fait une petite pause et puis on se retrouve pour le petit test du jour. Est-ce que votre relation que vous venez de démarrer est bien engagée? Nous allons le savoir dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous continuons avec le test du week-end, parce que comme ça, vous pouvez aller sur sudradio.fr et faire ce test, surtout si vous venez de rencontrer quelqu'un, ce qui est le cas, je crois. Mina, bonjour. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Arthur. Bonjour Mina. Alors Arthur Vernon, vous pouvez faire le test si vous venez de rencontrer quelqu'un, pourquoi pas, et vous aurez la réponse. Donc vous allez me répondre par oui, peut-être, je ne sais pas ou non. À chaque question, oui, peut-être, je ne sais pas ou non. Et on saura à la fin, vous venez de rencontrer quelqu'un, on est bien d'accord, hein? Oui, ça fait pas longtemps, oui, effectivement. Bon, si quelqu'un d'autre tente de vous séduire, dites-vous est-ce que vous lui dites que vous n'êtes plus libre? Peut-être. Commence bien. Avez-vous envie de raconter l'essentiel de votre vie à cette personne que vous venez de rencontrer? Oui. D'accord. Êtes-vous heureuse de le retrouver? Oui. Est-ce que vous pensez à lui plusieurs fois par jour? Oui. Avez-vous programmé des vacances ou des fêtes de famille ensemble déjà? Oui. Dites donc. L'avez-vous présenté à votre entourage ou à quelqu'un de votre famille? Oui. Bon. La façon dont votre partenaire parle de votre relation, est-ce que ça vous convient? Oui. Est-ce que vous avez beaucoup de goûts communs? Oui. Bon. Si vous avez un problème, est-ce que vous êtes sûr que vous pourriez compter sur lui? Oui. Bon, vous êtes amoureuse, quoi. Vous apprenez une très bonne nouvelle. Est-ce que c'est la première personne à qui vous allez l'annoncer? Peut-être. Ah, quand même. Pouvez-vous lui parler de vos peurs ou de choses qui sont très intimes? Oui. Ses paroles et ses gestes sont-ils en corrélation? Oui. Considérez-vous que votre partenaire est quelqu'un de très bien?
Oui. Éprouvez-vous beaucoup de désir pour lui? Oui. Quand il pose ses yeux sur vous, est-ce que vous vous sentez admiré? Oui. Est-ce que cette rencontre vous a fait oublier vos ex? Non. Quand même. Ceux qui l'ont déjà rencontré, est-ce qu'ils l'apprécient? Oui. Vos amis vous trouvent-ils plus joyeux depuis que vous l'avez rencontré? Plus joyeuse, pardon. Peut-être. D'accord. Est-ce que vous vous sentez prête à faire un bout de chemin, voire même à l'épouser? Oui. Est-ce que vous vous sentez respectée dans vos choix? Oui. Bon, alors je ne vais peut-être pas faire le total parce que vous m'avez tellement dit oui que je suis sûre que... Alors attention quand même, parce que si on tombe sur trop de oui, il peut y avoir un danger. Donc je vais quand même faire le total. On arrive à 10, on arrive à 12, à 20, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je rajoute 40. Et ensuite on rajoute encore 10. Alors on arrive à 70. Alors heureusement, parce que si on était arrivé à 75, on aurait pu penser que c'est un peu trop beau et que vous étiez tombé sur un manipulateur. Hein. Mais ça va, on est entre 74 et 50, donc pas de doute, c'est une belle rencontre et votre avenir semble assuré. Mais vous voyez, quand on a trop de oui, on peut peut-être craindre... J'ai pas pu dire non. Mais... Si vous avez dit non une fois à cette nouvelle rencontre, est-ce que cette rencontre vous a fait oublier vos ex? Vous m'avez dit non. Oui, c'est vrai. Vous voyez quand même, vous m'avez dit un non. Mais dans l'ensemble, hein, on voit que là, c'est bon, voilà. Mais vous êtes quand même dans la phase très amoureuse. Hein, donc, oui, la phase lune de miel, je pense. On est d'accord. Donc, il me semble que dans 3 mois, il y aura peut-être un peu moins de oui quand même. Hein, il faudra que je refasse le test. N'est-ce pas, Arthur Vernon? Ah bah oui, il y a toujours une phase passionnelle. Ça fait partie de l'état amoureux humain. C'est ça, on a des petites étoiles dans les yeux. On porte des lunettes roses, en fait. Hein. J'aime bien cette expression, vous savez, de lunettes roses. Et on ne voit chez l'autre que ce qui il va bien. Et puis l'autre, comme il est certainement aussi très amoureux, n'est-ce pas, Mina? Oui, certainement. Il est prêt à tout pour vous faire plaisir. Donc pour l'instant, tout va bien. Et alors, le savez-vous, parce que maintenant, on a fait des petits tests grâce au progrès scientifique. Dans cet état amoureux correspond aussi à une déperdition d'un point de vue intellectuel. C'est-à-dire que lorsqu'on met le cerveau dans un IRM, on a une partie de l'intelligence qui malheureusement se rétracte et qui fonctionne moins bien. C'est normal parce que dans le cerveau, on ne peut pas avoir toute la place pour l'affect et puis pour l'intellect. Hein. Et donc il y a forcément l'intellect qui laisse un peu plus de place pour l'affect. Mais en même temps, on se sent pousser des ailes. On est, c'est chouette, quoi. Ah oui, c'est un état très chouette. Mais c'est intéressant de savoir que c'est un état où aussi on est, d'un point de vue scientifique, il est prouvé qu'on est un peu plus bête pendant cette période. Donc il faut aussi savoir s'il y a des problèmes particuliers à régler, qu'on n'est pas, c'est pas la meilleure période de sa vie pour s'atteler à résoudre des problèmes compliqués. Exactement. Voilà. Donc écoutez, profitez-en, Mina, et puis je vous souhaite plein de bonheur. C'est bientôt la Saint-Valentin en plus, donc formidable. On va en profiter maximum. Merci à vous. J'imagine bien. Mais peut-être que ça peut être aussi un fantasme, ça, de rencontrer l'âme sœur. Hein. Ça fait partie des fantasmes. C'est pas un fantasme forcément sexuel, mais il y a beaucoup de fantasmes amoureux aussi. Bien sûr, tomber amoureux fait partie de fantasmes récurrents. Et puis on a des grandes figures aussi littéraires dont la passion était de tomber amoureux, justement pour essayer de retrouver cet état d'ivresse que Mina vient de nous expliquer. Raconter. Je crois qu'elle n'est pas prête pour le polyamour pour l'instant. Hein. On est bien d'accord. C'est pas du tout cet état de passion amoureuse est généralement assez incompatible avec un polyamour. Généralement, on se pose cette question une fois qu'on a passé justement cet état de passion. Merci en tout cas, Arthur Vernon. Je rappelle que vous pouvez aller sur ce site mysuitefantasy.com pour peut-être aller inscrire votre fantasme. Et puis, si vous avez envie de découvrir ce bar à fantasmes parisien, c'est dans le 2e et ça s'appelle le Suite Paradise. Merci beaucoup, Arthur Vernon. Ce test, vous pouvez le retrouver sur sudradio.fr, bien sûr. Lundi, nous serons avec Laurent Carilla. Nous allons parler des addictions. On le sait, hein, notre monde virtuel, les nouvelles technologies font tomber beaucoup de gens dans les addictions et c'est vrai que c'est important de
temps en temps de revenir sur ce sujet. Si vous avez envie d'en parler avec nous, vous pourrez bien sûr en parler lundi. Et tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir.